Dans l'univers du karaté-do Shotokai, il faut apprendre à tenir ensemble deux vérités qui, à première vue, semblent se contredire. D'un côté, la splendeur presque surhumaine de certains maîtres japonais sur le tatami, de l'autre, la réalité toute terrestre d'hommes pris dans les filets ordinaires de la jalousie, de l'argent, du nationalisme et des arrangements discrets. Accepter cette dualité n'est pas trahir le respect que l'on doit à ces grands praticiens. C'est au contraire honorer la profondeur même de l'art martial, qui n'élève jamais l'homme au-dessus de sa condition, mais lui révèle simplement combien il peut être grand et combien il reste fragile. Que dire d'abord du génie? Il est indéniable. J'ai vu des maîtres tels que Egami Shigeru, Murakami Tetsuji ou Harada Mitsusuke, et non Mitsuki, comme certaines traductions automatiques l'ont malencontreusement déformé, déployer un timing, un irimi, une capacité d'anticipation et une rigueur physique qui paraissaient appartenir à un autre monde. Leur corps, modelé par des décennies de pratique au sein de la matrice culturelle et physiologique japonaise, exprimait le karaté-do avec une fluidité et une puissance que beaucoup d'Européens, malgré tout leur talent, peinent à égaler. Leur présence sur le tatami était proprement fascinante. Pourtant, ces mêmes hommes restaient des Japonais du XXe siècle, fiers, souvent insulaires, parfois franchement racistes dans leur vision du monde et profondément attachés à ce que l'art qu'ils portaient demeura, dans son essence et dans ses représentations officielles, une affaire japonaise. On ne saurait le leur reprocher avec indignation. Il s'agit là d'une attitude culturelle ancienne. Mais il faut le voir clairement. Lorsqu'il fut question de désigner des représentants en Europe après la mort d'Egami Shigeru, le choix se porta presque invariablement sur un Japonais, même lorsque des Occidentaux avaient reçu une transmission directe et authentique. Ainsi, William A. Schneider, qui vécut 7 années auprès du maître Egami et reçut de sa main le 5e dan, fut discrètement écarté au profit de Murakami Tetsuji, dont le séjour cumulé auprès d'Egami ne dépassa guère 5 ou 6 mois. Schneider montra un jour, presque en catimini, ce précieux diplôme signé par Egami lui-même. On sentait chez lui une gêne polie, celle de l'homme qui a appris à ne plus déranger les autorités établies. Il créa plus tard l'AXER, Association Karaté-Do, Shotokai, Egami, Ryu, et développa avec sincérité une partie de l'Europe, mais l'histoire officielle préféra souvent d'autres récits. On retrouve la même logique dans les rivalités feutrées entre maîtres japonais eux-mêmes. Harada et Murakami, par exemple, connurent des tensions dont on ne parla jamais ouvertement. Les coups bas existèrent, comme dans toute communauté humaine, mais le silence les enveloppa. De même, lorsque l'on évoque la mort d'Egami Shigeru, on insiste sur la tuberculose tout en passant sous silence la cigarette qu'il tenait presque constamment à la main. Aucune photographie de lui, ou presque, sans cette fine colonne de fumée. Il n'y a là nulle volonté de ternir une image, simplement le refus des légendes dorées qui transforment des hommes exceptionnels en icônes aseptisées. Les Européens n'ont pas été exempts de ces paradoxes. Dominique Valera, Gilbert Grus et d'autres champions du monde de cette époque refusèrent, à juste titre parfois, l'autorité unilatérale que certains Japonais tentaient d'imposer. On se souvient de la bagarre générale lors d'une compétition où Valera n'accepta point que l'on biaise les règles en faveur des visiteurs nippons. Grus, quant à lui, pouvait ignorer ostensiblement un maître japonais venu observer son stage sans y participer. Ses réactions, brutales en apparence, s'enracinaient dans une exaspération compréhensible face à un système qui, tout en célébrant l'universalité du karaté, veillait jalousement sur ses hiérarchies ethniques. Pour ma part, je tiens à le dire avec la plus grande clarté, je ne suis le défenseur de personne en particulier. William A. Schneider fut mon professeur, comme tant d'autres. Je n'entretiens avec lui aucun contact privilégié. Je note simplement les faits, les injustices logiques, les arrangements qui déforment la transmission. Ayant moi-même reçu le titre de Hanshi, je mesure mieux que quiconque l'abîme qui me sépare encore de ces maîtres du passé. Ma mémoire est peut-être subjective, trop admirative, il n'empêche que je ne m'imagine pas pouvoir les affronter sur le tatami. Leur génie reste pour moi une source d'inspiration constante. Pourtant, je crois nécessaire de transmettre cette vision équilibrée aux plus jeunes. Le karaté-do Shotokai n'est pas une religion de demi-dieux. Il est une voie exigeante pratiquée par des êtres humains brillants, imparfaits, parfois manipulateurs, souvent prisonniers de leur époque et de leur culture. Reconnaître cette humanité n'amoindrit en aucun lien leur grandeur technique et spirituelle.
Elle la rend seulement plus vraie, plus accessible et finalement plus précieuse. C'est l'histoire du karaté, comme me le disait un jour mon ami Adam, avec ce sourire teinté de sagesse. Que veux-tu que je te dise, mon cher ami? Tu vis l'histoire du karaté. Et c'est précisément parce que nous la vivons que nous devons la regarder en face, avec respect, lucidité et gratitude.